Cher esprit libre, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyons l'argent et la question de la spéculation. Mais auparavant, comme je vous l'avais annoncé, j'ai ma petite rubrique, toujours à propos de mon obsession de la chute néolithique. Un bien peut cacher un mal. Évidemment, j'ai choisi un exemple en relation avec l'argent. Dans la prochaine crise financière, comme l'État ne sera plus en mesure de payer avec de la dette, c'est-à-dire l'argent des peuples, les banques viendront se servir directement sur nos comptes bancaires, sur le compte bancaire des épargnants. En effet, depuis le 1er janvier 2016, le prélèvement arbitraire des comptes bancaires en cas de faillite est légal en France, avec pour seule obligation de nous laisser 100 000 € maximum sur le compte. 100 000 € minimum, pardon. Loi qui provient d'une directive européenne, la DRRB, pour Directive sur le redressement et la résolution des banques, a été décidée en décembre 2013 par les 28 États membres de l'Union européenne, nous étions avant le Brexit, ainsi que par la Commission et le Parlement européen. Cette directive européenne, transposée en droit français, l'a été le 20 août 2015, vous voyez, au cœur de l'été, le 20 août après le 15 août. Donc autorise une banque au bord de la faillite à ponctionner directement les comptes de ses clients. L'idée juridique réside dans le fait qu'un épargnant est en fait, au final, un créancier de sa banque. Il est donc responsable de ses déboires financiers. Pas mal de gens le savent, mais quand même, c'est un exemple emblématique et qui en dit très long. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant et qu'on se pose la question. Comment est-il possible que 28 représentants des gouvernements européens, je pense que c'était les ministres des Finances, mais je ne suis pas sûr, en tout cas les représentants des gouvernements, avec l'accord des présidents, ont-ils pu décider à l'unanimité, car il fallait l'unanimité, de voter une décision aussi injuste et abusive au regard de leurs peuples respectifs. Les 28 se sont mis d'accord là-dessus. Il y a eu la crise de 2008, renflouée par la dette, c'est-à-dire notre argent. Et donc, suite à cette crise de 2008, ils se sont dit, bon, on ne va pas recommencer. Maintenant, on va faire ce qu'il faut pour que les banques puissent prélever ce qu'elles ont besoin. Si vous avez 500 000 € en compte, quoi que ce soit, sous quelle forme que ce soit, ils prélèvent 400 000 et ils vous laissent 100 000. Non seulement nous avons eu les 28 représentants des gouvernements, mais il y a aussi la Commission et le Parlement européen. Ils sont tous mis d'accord. Car il s'agit bien de permettre aux banques de prélever sur le compte d'innocents les pertes qu'elles ont elles-mêmes occasionnées à force de spéculation illimitée avec l'argent de ces mêmes innocents. Nous, les peuples, les innocents. Donc vous voyez, on est bien dans le sujet de la spéculation et de son caractère illimité. Les questions sont donc toujours les mêmes. Est-ce un bien qui cache un mal? Et pour qui, à qui profite le crime? Certainement pas au peuple européen. Et donc vous voyez bien là encore un exemple d'un monde en chute où l'élite européenne désigne un bien pour eux, mais supposé pour tous, tandis qu'il s'agit en réalité qu'un mal pour les peuples. Bon, et bien évidemment, on est toujours avec cette appropriation illégitime. Il n'y a pas plus illégitime que cette loi. Avec évidemment toujours une idéologie mensongère. Là, en l'occurrence, le mensonge est par omission, parce que évidemment, cette affaire n'a jamais été débattue. C'est passé en douceur, le 20 août. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai changé de banque et donc je vais ouvrir un compte sur une autre banque. Eh bien, quand j'ai signé, alors le banquier m'a mis sa tablette
et il m'a fait signer électroniquement tous les engagements. Et je vois passer cette loi. Je m'arrête. Je dis, attendez, là, vous êtes en train de me faire signer que je vous autorise à me prélever tout ce que j'ai sur mon compte en me laissant 100 000 euros. C'est bien cette loi-là que je suis en train de signer, hein. Voilà. Eh bien, si je ne la signais pas, je n'ouvrais pas de compte. Donc, vous voyez à quel point c'est quand même... Bah, ça me sidère. Bon, alors abordons la question de l'argent. Donc, face à la notion de spéculation, j'ai eu moi-même du mal à réaliser à quel point nous marchions quasiment tous à côté de la vérité du drame de la spéculation. Parce qu'il s'insinue jusqu'en le moindre petit placement d'un peu d'argent en vue d'améliorer le quotidien ou sa maigre retraite, voyez, ou encore d'investir dans un bien immobilier en vue d'en tirer quelques fruits. Tout ça est de la spéculation. Et la liste est loin d'être exhaustive, bien évidemment. Et donc, comme pour la propriété, il ne s'agit pas de supprimer toute spéculation, mais qui n'en serait plus à ce moment-là, mais vraiment de la limiter de manière drastique. On peut, et j'y reviendrai, on peut admettre quelque chose de l'ordre de 3-4% d'intérêt sur certains placements, voyez. Le problème, c'est toujours son caractère illimité. C'est que ça ne s'arrête jamais. Donc aujourd'hui, les actionnaires d'une entreprise veulent 10% par an d'intérêt. Hein, et donc on en arrive à ce que des entreprises empruntent de l'argent pour payer des dividendes. Donc on marche sur la tête, voyez. C'est cet aspect illimité. Qu'on s'achète un petit studio pour arrondir sa retraite, mon Dieu, on ne va certainement pas le jeter la pierre. Donc, au niveau du principe, il s'agit de la morsure de l'argent illimité. Comme la propriété illimitée, ils sont corrélés au malheur des peuples. Ce qui, à force de prolifération, finit par engendrer de la violence. Il faut bien comprendre que derrière ces caractères illimités, donc là nous avons vu la propriété, maintenant c'est l'argent, et nous verrons pour le travail, l'ubérisation du travail, derrière, c'est la violence qui vient, qui pointe. Et pourquoi je vous parle de morsure? Parce que déjà à l'époque de la Torah, nous sommes environ à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, à peu près, hein, où elle dénonçait l'usure du prêt d'argent avec intérêt. Je cite, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas envers lui comme un créancier. Vous ne mettrez pas sur lui une morsure. » Et le vocable morsure me semble bien choisi, car il rappelle symboliquement l'entame de l'intégrité physique de la personne mordue. Et cette morsure s'appelle aujourd'hui les dividendes, et Proudhon l'appelait à l'époque l'aubaine. Il n'y a rien de nouveau au soleil. En tant que moyen d'échange, l'argent en soi est sain. Mais très vite, banquiers et divers usuriers ont cherché à faire de l'argent avec de l'argent, et plutôt celui d'autrui, ce qui est la spéculation. Cependant, aujourd'hui, étrangement, l'argent en tant qu'outil de spéculation, l'argent lui-même, n'a plus vraiment de valeur, puisque même certains investisseurs prêtent leur argent à taux négatif, ce qui n'est pas non plus vraiment rassurant. En parallèle, son caractère illimité en termes de placement boursier a érigé un monstre financier mondial face auquel plus aucun expert n'est capable de montrer la situation réelle. Le monde financier vit en fait dans un virtuel abyssal et les peuples dans la réalité des fins de mois. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que aujourd'hui, quand on place de l'argent, ben on n'a rien, hein, on a epsilon, on a 1%, quelque chose, enfin une bricole, voyez, bon, ce qui est une bonne chose, parce que je vais arriver à l'idée de la gratuité de l'argent, hein. C'est une bonne chose, mais en fait, en parallèle, la spéculation s'est déplacée. Elle n'est plus à la portée du petit rentier qui place un peu d'argent, elle est maintenant dans les marchés boursiers. Elle est là maintenant, elle n'est plus dans l'argent lui-même. Donc il y a eu un déplacement qui est paradoxal et en même temps à quelque chose d'assez positif, si vous voulez, puisque au fond, il faut en arriver à l'idée de gratuité d'argent
et je vais m'expliquer là-dessus. Il faut quand même rappeler que 99,7% de l'activité boursière annuelle en France, rien que la France, va à la spéculation, 99,7%, soit 3300 milliards, contre seulement 10 petits milliards pour l'économie réelle. Peut-on faire mieux en termes d'illimitation? Quelques chiffres. Selon 20 minutes en ligne, l'année 2018 a été une année record en matière de redistribution aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Comme l'indique l'étude annuelle réalisée par les auteurs de la lettre Vernimem.net, citée par les Échos, 57,4 milliards d'euros, dont 10,9 milliards de rachats d'actions, ont ainsi été redistribués. C'est pas rien. Je cite encore, et là je cite les Échos. Ces chiffres représentent une hausse de 12,8% sur un an et de 62% par rapport au plus bas de 2009. Donc note toujours les Échos, c'est la même citation, pardon. Avec 92 milliards d'euros de bénéfices en 2017, le CAC 40 avait par ailleurs réalisé sa meilleure performance depuis 10 ans. Cette fois-ci, c'est 20 minutes que je cite. Les sociétés du CAC 40 en bonne forme, précise 20 minutes, elles ont toutes versé un dividende à leurs actionnaires, une première depuis que la lettre Vernimem.net publie ces chiffres. Que l'on se tourne du côté des dividendes ou de l'activité boursière, le schéma reste identique. Le fameux ruissellement, donc finalement qui est antigravitaire. Le ruissellement remonte. Et il enrichit les riches de plus en plus. Ce qui, selon le principe de Lavoisier en finance, appauvrit les pauvres. Vous vous souvenez du théorème de l'égoïsme. Cette manne, en termes de milliards, ne va même pas concourir dans les investissements des entreprises afin d'améliorer l'outil de travail. Selon Christian Chavagneux, je cite, « En 2016, les entreprises du CAC 40 ont distribué 2 fois plus de dividendes qu'elles n'ont réalisé de nouveaux investissements. » Vous voyez, la part des dividendes et la part des investissements, c'est moitié-moins. Le phénomène est récurrent, poursuit-il. Je cite, « Dans ce contexte, le but d'une grande entreprise n'est plus en premier lieu d'investir ou d'innover, très important d'innover, mais de distribuer des dividendes aux actionnaires. Une plus grosse partie des profits est donc captée par ces derniers. Par exemple, je cite toujours, en 2013, plus de 80% des profits du CAC 40 ont été utilisés à la distribution de dividendes. Et de préciser, je cite encore, en cas de faible résultat, il faut compresser les coûts pour assurer la même rémunération aux actionnaires, sinon ils s'en vont. L'effort se porte sur la partie de la plus variable de l'entreprise, les salariés, directs ou indirects. C'est ainsi que licencier ou délocaliser peut faire augmenter la valeur actionnariale. » Fin de citation. Tout à l'heure, en fin d'exposé, il y a une mesure, je pense que je l'ai bien noté dans ce dossier, il y a une mesure très intéressante de Gaël Giraud. Mais j'y reviendrai. À ce titre donc, Thomas Porcher, un économiste atterré, écrit, je cite, « Ces 50 dernières années, les pays riches se sont arrangés pour organiser le commerce en faveur de leurs entreprises dominantes, en acceptant de sacrifier des pans entiers de leur industrie. » Et là, ça fait écho à ce que nous avons vécu avec le Covid-19. Tout est parti en Chine. Okay. De leur côté, les pays pauvres, en se spécialisant, conformément à la théorie du libre-échange néolibéral, se sont enfermés dans le sous-développement. Les grands gagnants du libre-échange sont les multinationales qui peuvent désormais produire là où le coût de la main-d'œuvre est le moins cher, vendre là où il y a du pouvoir d'achat et payer leurs impôts là où la fiscalité est la plus faible. Étonnant, je cite toujours Thomas Porcher, dans ces conditions, que toute critique du libre-échange soit aussi difficile. Vous voyez, l'idée sur le plan mondial du libéralisme, c'est vous, pays pauvres, vous êtes spécialisés, vous avez tel minerai, vous êtes spécialisés, vous spécialisez, et vous vendez aux multinationales votre produit. Et de la même manière, pour nous, pays supposés plus développés, eh bien, c'est la même chose. Donc, on s'est désindustrialisé, et on en a vu les effets, donc, pendant le Covid-19, et
Et évidemment, on n'est plus souverain, on se retrouve dépendant des uns des autres. Et qui tire les marrons du feu? Les multinationales, bien sûr. Vous l'avez compris. Dans la même veine, lisons Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Je cite: « Mais dans les coulisses, d'autres marchandages ont eu lieu. Le lobbying bancaire s'est démené pour mettre la main sur une épargne aussi mal rémunérée. Depuis 2009, sous Nicolas Sarkozy, les banques disposent de 35% de la collecte du livret A, de développement durable et d'épargne populaire, soit 120 milliards d'euros. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts a approuvé, donc la Caisse des dépôts, hein, la banque du peuple, hein, a approuvé le 19 juillet 2013 un projet de décret prévoyant que, je cite, « la direction des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts reverse aux banques un total de 30 milliards. » Je continue à citer Michel et Monique Pinson-Charlot. Ce sont donc 150 milliards d'euros qui, au total, sont soustraits des fonds gérés par cet organisme public pour financer le logement social, les collectivités locales et les PME. Des milliards faiblement rémunérés, hein, bien sûr, que les banques ont tout loisir de prêter aux taux qui leur conviennent. L'épargne populaire peut ainsi contribuer à l'enrichissement des enrichis. » Fin de citation. Mais il y a encore mieux. La fine fleur de la perversion financière. C'est le pile je gagne, face tu perds. Lisons Gaël Giraud. Oui, directeur de recherche au CNRS, oui, c'est ce qu'il est. Voilà, il était chef économiste à l'Agence française de développement, à l'AFD, je crois qu'il n'y est plus. Et entre autres, il est également aussi jésuite. Je le cite. J'aime beaucoup Gaël Giraud. Je pense que c'est lui, en termes d'économie, qui a les meilleures idées, les plus pragmatiques, les plus... Voilà. Qui me semble... Il a vraiment les pieds sur terre. Bon. Je le verrais bien ministre de l'économie, quelque chose comme ça, dans la future élite du monde d'après. Alors, je le cite. À l'issue de l'année 2008, la finance mondiale aura perdu, donc la crise de 2008, hein, la finance mondiale aura perdu 25 000 milliards de dollars. 25 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois le PIB français. Donc ils auront perdu 25 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pourquoi la faillite de Lehman Brothers a-t-elle eu cet effet cataclysmique? Je cite toujours, il pose la question. La réponse tient notamment dans le sigle suivant, CDS. Alors, pardon pour mon anglais, hein. Credit Default Swap, c'est-à-dire couverture de défaillance. CDS. Il s'agit d'actifs financiers qui servent de contrat d'assurance sur le risque crédit. On peut les échanger sur des marchés de gré à gré, c'est-à-dire des marchés qui, parce qu'ils ne sont pas régulés par une chambre de compensation qui centralise l'offre et la demande, demeurent opaques, même au regard des autorités de régulation des marchés. Le marché des CDS représentait environ 60 000 milliards de dollars à la veille de la crise de 2009, soit l'équivalent du PIB mondial. Et vous allez voir, ils ont recommencé. Hein. Donc c'était quoi l'idée? C'était l'idée, voilà, moi banque, je te prête à toi, et sans bien sûr te le dire, je vais aller voir un autre organisme banquier, un confrère, et je vais lui demander de m'assurer, je vais lui payer comme nous payons nos assurances, une mensualité, je vais te payer une mensualité pour que tu m'assures si lui ne me rembourse pas. Vous voyez, hein, c'est pile, je gagne, face, tu perds. Mais moi, banque, je perds jamais. Donc, 60 000 milliards de dollars de ce type de produit. Et vous allez voir combien ça nous a coûté. Donc, toujours en 2008, nous découvrons donc la crise des subprimes, donc des prêts immobiliers à risque aux États-Unis.
L'opération consistait à regrouper en portefeuille des lots de subprimes mélangés à d'autres prêts immobiliers de meilleure qualité. Ces nouveaux produits financiers, développés entre fin 90 et début 2000, s'appelaient des CDO, Collateralized Debt Obligation. Pardon, CDO. Comme on le sait, le château de cartes s'est écroulé et a engendré la crise de 2007-2008. Comme l'argent des épargnants était menacé, les États ont renfloué les banques. À nouveau, avec l'argent des peuples, bien sûr, sur le dos des dettes souveraines. Et là, vous avez ce film magnifique, The Big Short, le casse du siècle, réalisé en 2015 par Adam McKay, affirme très sérieusement qu'en 2015, au moment où il sort le film, il affirme dans le film, que les banques ont émis des milliards de produits financiers du nom de Bespoke Tranche Opportunity, c'est-à-dire ce sont les mêmes CDO dont ils ont simplement changé le nom. Il n'est guère étonnant que le FMI en 2017 avait pronostiqué une nouvelle crise financière dans les 5 années qui vont suivre. Il faut savoir que la moitié des sommes versées aux banques après 2008 ont couvert les pertes suite à ce type de spéculation. C'est ça qui est dramatique, vous voyez. Bon. Nous sommes donc face à un paradoxe. D'un côté, placer un peu d'argent en tant que tel ne rapporte presque rien ou rien. Du moins, je dirais un taux d'intérêt non spéculatif. Et de même, en retour, les banques prêtent aux particuliers et aux entreprises avec un taux également non spéculatif. Ce qui ne s'est jamais vu, du moins à ma connaissance, dans l'histoire humaine depuis plusieurs siècles, depuis qu'on se fait des prêts d'argent. 16-17e siècle. Mais de l'autre côté, la spéculation illimitée a pris un autre visage, l'accumulation des dividendes distribués aux investisseurs. En synthèse, le même schéma du 19e siècle s'est reproduit sous une nouvelle forme. Les dividendes reversés aux capitalistes financiers au détriment des employés, des travailleurs, de ceux qui créent les richesses. Lesquels employés sont ceux-là même qui produisent ces dividendes, qui alimentent ces dividendes. Donc voilà donc le nouveau visage de la spéculation illimitée. Ce n'est plus l'argent en tant que tel, c'est le monde financier, le monde de la spéculation. Donc il me semble que la première mesure fondamentale à prendre, c'est de limiter selon la notion de bien commun. Alors, je remercie d'ailleurs Gaël Giraud qui m'a fait découvrir ce concept de bien commun en tant qu'alternative entre bien public et bien privé. Ce fut pour moi l'une des réponses ingénieuses à la problématique du caractère illimité de la spéculation. Alors c'est quoi un bien commun? Il n'est ni public ni privé. C'est une sorte de mix entre les deux. Je le cite. Sont considérés comme privés les biens exclusifs et rivaux. Il va tout expliquer. Et je vais essayer d'aller lentement et de reformuler. Donc, sont considérés comme biens privés des biens exclusifs et rivaux, à la manière d'une brique de jus d'orange achetée dans un supermarché. Il s'explique. Un bien est dit exclusif lorsque son détenteur ou son producteur peut en empêcher l'accès à toute autre personne par l'exercice du droit de propriété. J'achète un litre de lait, c'est un bien exclusif. Et où j'en suis? Voilà. Et il est rival lorsque son utilisateur exclut toute consommation par une autre personne. Un bien non exclusif ne peut être réservé par son détenteur aux élus de son choix. Exemple, l'oxygène que nous respirons. L'oxygène que nous respirons est un bien non exclusif. Vous allez voir qu'après, ça va se clarifier. C'est pas simple, je vous l'accorde. Et un bien non rival est un bien ou un service qui peut être consommé ou utilisé par un grand nombre de personnes sans coût supplémentaire. Par exemple, l'éclairage public. Donc vous voyez, exclusif rival et non exclusif non rival. Un bien n'est pas public ou privé seulement en fonction de ses qualités intrinsèques qu'on vient de décrire, mais par une décision politique de la collectivité. L'éducation primaire
était, je cite toujours, était durant l'Ancien Régime un bien privé. En France, elle est devenue un bien public sous la Troisième République. Jules Ferry. Et de préciser, je le cite encore, les déboires actuels de la zone euro ne pourraient-ils pas se lire comme provenant du fait que nous sommes enfermés dans une partition publique-privée qui ne permet pas de gouverner les biens que nous avons en commun. Le prototype de bien commun couramment évoqué est celui d'un lac poissonneux. Le lac est un bien commun, géré conformément à des règles préétablies par la collectivité des pêcheurs. En ce sens, le lac est assimilé à un bien public. Confère non exclusif. Mais quand un pêcheur retire du lac un poisson, ce dernier devient un bien privé, c'est-à-dire rival. Exemple de bien commun, les énergies, l'eau, l'électricité, le gaz, le pétrole, les autoroutes, les transports en commun, les aéroports en cours de privatisation, les ports, et bien évidemment tous les services publics qui sont passés dans le privé, comme exemple Orange. Gaël Giraud propose de considérer la monnaie comme un bien commun, alors qu'aujourd'hui elle est un bien privé, même très privé, aux mains des banques centrales et non des États. C'est ce que reprochent les souverainistes à juste titre. Plus généralement, Gaël Giraud explique qu'il existe 3 grandes catégories de biens communs. La terre, donc c'est le problème de la biodiversité, de l'agriculture. Le travail, c'est ce que nous verrons dans le prochain dossier. Et la monnaie. Donc côté travail, il conviendrait que les entreprises à caractère d'utilité publique puissent sortir du domaine privé pour en faire un bien commun géré dans le cadre d'une coopérative. Je pense à Orange, donc, Enedis, Veolia, Vinci, La Poste, les aéroports, enfin, tout ce qui est bien commun. C'est simple. En effet, au regard des notions de partage et de limitation, il est malsain qu'une poignée de grands actionnaires et de dirigeants s'accaparent tous les bénéfices, tout en offrant à ceux qui les produisent des salaires indécents. C'est quand même là notre problème. À titre d'exemple, il y a quelques mois, une vidéo des 60 ans de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, vient d'être rendue publique. Elle dévoile une faramineuse soirée à Versailles, en costume d'époque, qui a quand même coûté 632 000 € à l'une des filiales du groupe. Alors qu'un mécanicien, je suis allé vérifier, qualifié, gagne 2 000 € par mois, environ à peu près. Vous voyez ? Donc pour ce qui concerne la Terre, l'écologie, la biodiversité en extinction, le réchauffement climatique, ne sont-ils pas des biens communs quand on observe l'immobilisme des pouvoirs politiques, alors que tous les scientifiques poussent sans cesse des cris d'alarme? Enfin, presque tous, paraît-il. Bon. Qui devrait gérer ces biens communs? Les mêmes scientifiques, et non indirectement les lobbies faisant pression sur les politiques. Ce sont ces professionnels de la biodiversité qui devraient débattre et décider des mesures nécessaires en vue de préserver la vie sur Terre avec un budget adéquat. Ces responsables pourraient être élus tous les 10 ans, par exemple, fixeraient les règles qui prévaudraient tout en les faisant évoluer. Aucune influence politique malveillante ne pourrait intervenir. Ils seraient indépendants juridiquement et financièrement, leur pouvoir étant assis sur une souveraineté populaire, à l'instar des juges aux États-Unis, par exemple. Voyez. En résumé, un bien commun serait géré par des décideurs compétents et indépendants, soumis à un règlement admis par un collège législatif sous le contrôle extérieur de l'État. Mais doté d'un budget conséquent, les avantages seraient donc considérables. Premièrement, l'énorme chaîne hiérarchique souvent malveillante entre le sommet de l'État et les exécutants aux ordres serait rompue. Secondement, le partage des pouvoirs éviterait les excès et les abus que nous, les peuples, subissons tous les jours. Outre la limitation des pouvoirs, la propriété privée le serait également, comme je préconise avec force. Prenons juste l'exemple du scandale mondial de la propriété des graines par Bayer-Monsanto. Le vivant est naturellement un bien commun. Les semences sont des biens communs. L'agriculture l'est également, qui doit être confiée à des centrales d'agriculteurs bienveillants, tant pour les populations qu'ils nourrissent que pour la mère nature, laquelle s'essouffle sous le poids de nos démesures en termes de pesticides et autres. Encore faut-il leur offrir de quoi vivre décemment aussi. Ma conviction aujourd'hui réside dans l'idée
que la notion de bien commun, telle que définie par Gaël Giraud, s'avère l'un des outils principaux de la limitation indispensable au vivre ensemble. Limitation des chaînes hiérarchiques gigantesques qui perdent leur bienveillance en cours de route quand elles ne sont pas a priori malveillantes, limitation de la concentration des pouvoirs dans une poignée d'élites, limitation des diverses appropriations outrées des biens en réalité communs. Voilà à nouveau une succession de limitations qui nécessiterait un ministère des limites. Je milite pour un ministère des limites. Alors je voudrais en arriver à la notion de gratuité. Le principe, faire de l'argent avec uniquement de l'argent, la spéculation, équivaut à accorder une valeur monétaire au vide, au néant improductif. Nous pourrions même parler de nihilisme de la spéculation, parce qu'en fait, dans la spéculation, il n'y a plus aucune valeur. On est dans du néant. D'où la faillite récurrente du capitalisme financier fondé sur la rentabilité illimitée de l'argent par l'argent. Or, l'argent symbolise la richesse des peuples, sa force vive. Il appartient au peuple sous la forme d'épargne, de salaire, de bénéfices issus de son travail. L'idée est donc de remplacer la représentation sociale habituelle de l'argent, du genre l'argent va à l'argent, hein, on l'avait vu avec le théorème de l'égoïsme, par la notion de gratuité. Alors, gratuité non au sens quantitatif, car il est normal de payer un intérêt raisonnable au service rendu. Quand on va faire un prêt, on va payer un intérêt, ne serait-ce que pour payer les frais de cette gestion. Mais il s'agit plutôt d'aller du côté qualitatif. L'argent serait un bien commun, une énergie nourricière, distribuée avec compétence et au service des ménages et des entreprises. En un premier sens, la notion de gratuité s'opposerait à celle de spéculation. Déjà un premier effet positif. La notion d'argent ne serait plus pensée en termes de capital, mais d'énergie disponible, un peu comme l'oxygène que nous respirons. Vous voyez l'idée du bien commun. Si je reprends les catégories de Gaël Giraud, votre argent, mon argent, sont des biens rivaux. Et là, vous allez voir l'utilité d'être passé par ces difficultés de langage. Donc, votre argent qui est sur votre compte, mon argent qui est sur mon compte, ce sont des biens rivaux, puisque nul ne peut l'utiliser à notre place. Hein, ils sont rivaux. Maintenant, imaginons une banque du peuple, que j'appellerais la banque du peuple, réunissant l'ensemble de nos dépôts d'argent, lequel deviendrait alors non rival, c'est-à-dire un bien commun mis au service pour un grand nombre de personnes, particuliers et entreprises. Le patron de la banque du peuple, que j'imagine, et j'y verrais bien d'ailleurs Gaël Giraud aussi, là. Bon, Thomas Piketty aussi, vous voyez, bon, il y en a plein, hein, serait élu par le peuple, et par suite ne serait plus dépendant du pouvoir politique. Ça serait une réelle souveraineté du peuple. C'est-à-dire que l'argent des peuples serait dirigé, organisé, géré, distribué, selon la souveraineté du peuple, par un élu du peuple. Sa mission serait légiférer. Vous voyez, je reprends l'exemple, les catégories de Gaël Giraud, du bien commun. Sa mission serait légiférer et voter par un RIC. Nos dépôts ne seraient donc pas rémunérés. Quel côté gratuité, mais c'est le cas aujourd'hui. Mais nous aurions conscience que notre argent, dès lors en tant que bien commun, ne serait plus utilisé dans notre dos pour diverses spéculations dont nous finissons systématiquement par en faire les frais. Et là, confère le bien qui peut cacher un mal dont je vous ai parlé au début. Cette loi inique du 1er janvier 2016 en France, qui fait que n'importe quelle banque en faillite peut ponctionner notre argent. Ça, c'est pas possible, ça, vous voyez. Et on voit bien, si vous voulez, la réponse, c'est ça. C'est vraiment faire de l'argent commun qui nous appartient en propre, mais que nous mettons en commun dans une banque du peuple où nous savons qu'il n'y aura pas de spéculation, qu'il n'y aura pas de perte et qu'il sera utilisé pour l'économie
nationale, l'économie des peuples. La gratuité de l'argent signifierait alors qu'en tant que bien commun, réuni au sein de la banque du peuple, serait réellement disponible gratuitement pour nous les dépositaires, nous déposerions gratuitement, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, au profit d'une réelle économie au service du peuple. Les bénéficiaires des prêts d'argent paieraient un intérêt très raisonnable en vue de couvrir le coût du service rendu. Il y a des gens qui travaillent pour arriver à sortir des prêts, étudier les prêts, etc. Donc au final, notre argent deviendrait donc un bien commun au sens de Gaël Giraud, à la fois exclusif et non rival au bénéfice de tous. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une petite erreur dans ma démonstration rival-exclusif. Je vous prie de m'excuser. Je vais le rectifier sur le dossier du PDF, mais vous avez compris l'idée. En conclusion, dans le principe, toute spéculation doit être prohibée, quelle qu'en soit sa forme. Seule la gestion de l'argent, c'est-à-dire le travail qu'il occasionne, peut être rémunéré en termes d'intérêt. L'argent en tant que tel ne doit être considéré que comme la symbolisation d'une richesse nationale issue du travail humain, effectuée au service de la collectivité. Voilà ce qui enrichit un peuple. Dès lors, l'argent s'avère donc un bien commun, exclusif et non rival, restitué gratuitement au bénéfice du financement des nécessités, comme des prêts aux particuliers, se loger, des entreprises, investir, mais aussi des innovations, la recherche, la culture. Vous voyez, l'idée fondamentale, c'est de mettre en commun l'ensemble de nos dépôts, donc de notre argent actif, hein, et qu'il soit vraiment utilisé pour les peuples. Quant à l'État, il reçoit nos impôts pour financer ses fonctions régaliennes. Et de notre côté, nos cotisations, gérées en toute indépendance par les caisses, c'est ce qu'ils veulent changer aujourd'hui, tout mettre ça dans les compagnies d'assurance, BlackRock, etc. Donc nos cotisations, gérées en toute indépendance par les caisses, financent notre santé, nos retraites, les accidents de la vie, comme le chômage. Donc vous voyez, on aurait l'argent en tant que bien commun, l'argent de nos impôts géré par un État juste fiscalement par exemple, hein, et puis les caisses qui gèrent nos cotisations sur le modèle de l'après-guerre du Conseil national de la résistance, hein, la sécurité sociale, la maladie. Je voudrais également préciser que la question de l'argent touche également le droit au logement. Face à la spéculation immobilière, un monde que je connais bien, habitation et commercial confondus, il conviendrait de limiter le montant des loyers, comme par exemple 50 € par mois du mètre carré. C'est-à-dire pour quelque chose qui fait 100 mètres carrés, ça serait 500 € par mois. Vous voyez, il faut arriver à des loyers quand même raisonnables, me semble-t-il. Je pense par exemple à mon marchand de légumes. Il paye pour un local vide d'environ 80 mètres carrés, 3 000 € par mois. Comment voulez-vous alors là, je ne sais pas ce qui... Non, il est toujours ouvert, mais vous imaginez quand vous vivez des périodes comme le Covid-19, là, ce que ça donne. Alors c'est vrai qu'on a pu reculer, ok, très bien, enfin vous vous rendez compte, 80 mètres carrés, 3 000 € par mois. Rappelons également l'idée géniale de Thomas Piketty à propos de la dotation universelle en capital, les fameux 120 000 € par jeune adulte de 25 ans. Eh bien, de même, il conviendrait que l'État alloue aux mêmes jeunes de 25 ans un logement de 2 pièces, par exemple, gratuitement, afin de lui donner le temps de se rendre propriétaire, et notamment à l'aide de des 120 000 € de Piketty. Voilà une réelle application de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable. Je ne suis pas sûr, j'ai un peu cherché, je ne suis pas sûr de l'efficacité actuelle de son application. À titre d'exemple, lemonde.fr publie le 30 janvier 2020, c'est pas vieux, hein, publie ceci. Selon le Centre d'action sociale protestant, 158 bébés sont nés en 2019 dans la rue à Paris.
contre 100 en 2018 et 49 en 2017. Vous vous rendez compte la progression? Le SAMU social de Paris héberge chaque soir 20 000 enfants en hôtel. Le collectif des morts de la rue a recensé 495 décès en 2019, un chiffre encore provisoire, après 683 en 2018. D'autres chiffres. Au total en France, la France compte 4 millions de personnes mal logées, mais il n'existe aucun chiffre précis et récent concernant les sans-abri, ceux qui dorment dans la rue, les parcs, les jardins ou les hôpitaux. Ou les sans-domicile personnel. La Fondation Abbé Pierre estime que fin 2019, environ 250 000 personnes vivaient en centre d'hébergement d'urgence, ou d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, on a un vrai problème de logement. Hein. Et donc, il me semble qu'il y a vraiment des mesures efficaces, c'est-à-dire de toujours limiter, contenir dans un champ rationnel, raisonnable, une spéculation non spéculative. Hein. On investit, bon, on a un peu d'argent, on investit dans un appartement, dans quelque chose, il faut essayer d'arriver à le louer raisonnablement. Et pour ça, il va falloir limiter par la loi. Je veux dire 3-4% par an. Vous voyez? Après, il faut faire des calculs, c'est pas moi qui vais les faire. Hein. Mais si on ne fait pas on ne peut pas continuer à vivre dans cette opulence d'un côté et laisser autant de milliers de personnes mal logées, qui dorment dans la rue, c'est pas possible. Ça d'ailleurs a été toujours promis par nos futurs présidents, puis après ils n'ont pu rien faire. Donc je propose 5 mesures en ce qui concerne l'argent. La première, face à la spéculation des actifs financiers, limitons par exemple à 3 ou 4% d'intérêt, tout placement confondu. Il faut arrêter l'inflation de la spéculation. Créer la banque du peuple, réunissant l'ensemble des dépôts, mais librement consentis par les citoyens, bien sûr, afin de financer l'économie réelle sur des bases saines. Et je pense qu'il y aura énormément, des millions de personnes iront à la banque du peuple parce qu'ils sauront que leur argent profite à l'économie du pays et non plus à des spéculations mondiales dont on ne comprend plus rien, on ne sait plus où c'est. Et là, ce qui va nous arriver, semble-t-il, ce qui nous pend au nez, là, ça va être effroyable. À cause de ça, à cause de tous les éléments, les quelques éléments que je vous ai donnés, et il y en a plein d'autres. Hein. On doit revenir sur quelque chose de rationnel, rien que ça, juste rationnel. Donc les banques privées pourraient faire leurs affaires, mais sans le concours de l'épargne des peuples. C'est ça l'idée. Hein. Faire d'un bien commun l'argent, au sens de Gaël Giraud, j'y reviens plus. Quatrième mesure, changer le statut. C'est encore une idée de Gaël Giraud. Hein. Pour ça, il a vraiment des bonnes idées. Changer le statut de l'entreprise dans le Code civil français. C'est lui qui explique ça. De manière à libérer les entreprises du diktat, du court-termisme imposé par les actionnaires. Bon. Il suffit de l'écouter. Cinquième mesure, c'est ce qui concerne la dette souveraine. Elle est en réalité en grande partie le fruit de divers montages financiers monstrueux. Donc on a vu Les Prédateurs chez Les Prédateurs par Catherine Gall et Denis Robert, qui enrichit une caste oligarchique à l'encontre des peuples. S'il fallait encore un argument, la France est l'un des pays les plus imposés, nous le savons, alors que force est de constater, son hôpital public s'avère de moins en moins performant en termes de moyens, hein, avec un personnel soignant sous-payé. Donc je pose la question, où est l'argent des hôpitaux? Selon Thomas Porcher, la dette immense n'est pas réellement à craindre, dans la mesure où, contrairement à un ménage, un État ne meurt pas et possède une capacité d'emprunt s'échelonnant sur plusieurs siècles. Vous vous souvenez de l'exemple d'Haïti qui a remboursé sa dette à la France, aux propriétaires d'esclaves, pendant 130 ans. Aussi, dès lors que nous retrouverions des cycles économiques vertueux
et que la dette d'État permette uniquement le financement d'investissements à long terme, hôpitaux, écoles, crèches, infrastructures, la dette diminuera jusqu'à un niveau raisonnable. Et au final, les libéraux utilisent le montant de la dette pour justifier l'épouvantail austérité. J'ai déjà dit la dernière fois un mot sur l'austérité, qui était vraiment le plus beau moyen pour concentrer l'argent dans les mains des riches. Là, à nouveau, il s'agit de renverser notre manière de penser, même y compris pour la dette. Donc j'en ai fini. Je vous rappelle que nous n'avons plus le droit ni surtout le temps de l'ignorer. Je vous remercie pour votre patience. La prochaine fois, nous allons voir la loi naturelle de coopération. J'y attache beaucoup d'importance. Je veux remettre à sa place notre regard sur la nature, notamment cette histoire de sélection naturelle, le fait que dans la nature il y a des prédateurs et donc c'est normal que nous les humains soyons des prédateurs. Bon, tout ça est faux. Et donc ce chapitre sur la loi naturelle de coopération est à mes yeux très important pour pouvoir à ce moment-là aborder de manière plus sereine ou plus rationnelle le cadre du travail, et surtout cette espèce de libre concurrence dans le monde du travail qui devient un enfer pour tous les travailleurs, donc pour 80% de la population. Je vous remercie pour votre patience.